Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne dans le thème de la physique-chimie. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre sur la représentation spatiale des molécules. Donc, avant d'aborder la partie plutôt chimie du chapitre, on va faire un point physique. La physique, c'est l'étude notamment des atomes. La physique nucléaire, c'est l'étude d'un atome en particulier et même des sous-couches, des sous-compartiments de l'atome, alors que la chimie, c'est l'étude des relations entre les différents atomes. Et du coup, pour comprendre comment les atomes interagissent entre eux, la chimie, il faut d'abord comprendre de quoi sont constitués les atomes et comment ils s'organisent au sein d'eux-mêmes. Quelle est leur géométrie? Et du coup, c'est ça ce qu'on va faire dans cette première partie de la vidéo. Donc, ça c'est quelque chose que vous savez certainement, mais je vais commencer par des petits rappels de manière express. Un atome, c'est composé d'un noyau, et c'est chargé chargé positivement, et d'électrons qui sont chargés négativement. Et un atome, c'est neutre, électriquement neutre. Ça veut dire que la somme des charges positives dans le noyau est égale à la somme des charges négatives de tous les électrons. Ouais. Deuxième point à rappeler, ça c'est une loi thermodynamique, mais de manière générale tout le monde la connaît. Dans l'univers, tout tend vers l'état le plus stable. Ça c'est une loi extrêmement importante, et en fait elle est tellement importante qu'elle régit tout le chapitre qu'on va voir tout de suite, et c'est pour ça qu'il faut l'écrire. Voilà. Dans l'univers, tout tend vers l'état le plus stable, c'est-à-dire l'état où il y a le moins d'interactions énergétiques, où il y a le moins d'énergie. Ça, c'est vrai pour tout. Prenons un caillou, par exemple. Un caillou en haut d'une colline. En haut d'une colline, le caillou possède de l'énergie mécanique, sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Et donc, s'il est en haut de la colline, il va chercher à se débarrasser de cette énergie pour atteindre un niveau plus stable. Un niveau où il a moins d'énergie. Donc, si jamais il en a l'opportunité, il va descendre une colline. Et il va descendre la colline, et en bas de la colline, il aura moins d'énergie potentielle qu'au départ, parce qu'il tend vers cet état où il a moins d'énergie. Bon, c'est la même chose, exactement la même chose pour les atomes. Ils cherchent la stabilité. La stabilité, ça vient quand il y a un équilibre de charges, par exemple. Un atome qui aurait 12 charges en plus par rapport aux charges moins serait très peu stable, et il chercherait à compléter en fait ce manque, et donc il ne subsisterait pas longtemps dans cet état-là. Pareil, un atome où il y aurait une quantité incroyable d'électrons par rapport aux charges du noyau serait pas stable, il va se débarrasser de ces électrons pour chercher la stabilité. Mais il y a des formes plus subtiles de chercher la stabilité, et c'est ce qu'on va voir. Notamment parce que les électrons, ils sont tous négatifs, mais ils sont tous en train de graviter autour du noyau. Donc, s'ils sont tous autour du noyau, il faut qu'ils trouvent quand même des moyens de cohabiter, parce qu'ils se repoussent entre eux, parce que c'est tous des charges négatives. Et des fois, il y a des atomes avec seulement 2 électrons, genre l'hélium, mais par exemple, l'oxygène déjà, il a 8 électrons. Donc c'est 8 électrons qui commencent à ne pas s'aimer chacun les uns les autres et à se repousser à cause de leur charge négative. En plus de ça, les électrons ne peuvent pas simplement s'éloigner en suivant un modèle mathématique. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de suivre des niveaux discrets. Discret dans le sens contraire de continu. C'est un terme mathématique. Soit on peut prendre des valeurs fixes, donc discrets, soit on peut prendre des valeurs continues, donc continues. Par exemple, dans le système solaire, les planètes elles peuvent aller où elles veulent, entre le Soleil et Pluton, et il n'y a pas de valeur fixe au niveau des orbites qu'elles peuvent emprunter. Par contre, les électrons, eux aussi, ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Il y a des niveaux et ils doivent respecter ces niveaux. Et donc ces niveaux, ils sont sous forme de couches. Il y a la couche 1, la couche 2 et la couche 3. Et ces couches, elles peuvent contenir un nombre strict et fixe d'électrons. La couche 1, elle peut contenir 2 électrons. La couche 2 peut en contenir 8. Et ça, il faut que vous vous en souveniez vu que c'est extrêmement important. De toute façon, certainement, vous le savez déjà, et ça a à voir avec la règle de l'octet, que je vais rappeler tout de suite. Et la couche 3, elle peut en contenir plein, beaucoup. Mais elle est composée de sous-couches, et 2 sous-couches ensemble forment 8 électrons, et en fait, c'est un état de stabilité important. Parce qu'une fois que ces 8 électrons sont remplis, c'est la couche 4 qui commence à être remplie, et après ça revient à la couche 3, et là c'est vachement compliqué, et c'est pas du tout la peine qu'on vienne dans ces détails. Ça c'est pour les atomes avec beaucoup d'électrons. Et donc là, en fait, on va poser que la couche 1 contient 2 électrons, la couche 2 contient 2 électrons, et la couche 4 contient 3 électrons. Et là, normalement, ça va. Maintenant, vous voyez que les électrons s'organisent par paires, en tout cas que j'ai dessiné les électrons par paires. Et c'est vrai qu'autour de l'atome, les électrons s'organisent par paires. Pourtant, c'est pas logique. S'ils sont négatifs, normalement, ils sont censés se repousser. Et quand ils se repoussent, plus ils s'éloignent, moins il y a d'énergie, moins il y a de force de repoussement entre eux, et du coup, plus ils sont contents parce que plus ils sont stables. Sauf que les électrons, quand ils s'organisent par paires, ils tournent. Il y en a un qui tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, et l'autre qui tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
Et quand ce phénomène se produit, les forces de rotation dans le sens inverse, elles permettent d'amoindrir les forces de répulsion, et en fait, ça les attire. Et du coup, les électrons, ils s'entendent plutôt bien quand ils sont par paire. Ils aiment bien être par paire, ça va. Mais à partir du moment où ils sont plus que deux, là, ça commence à poser des sérieux problèmes de voisinage. Ouais. Du coup, comment est-ce que les électrons s'organisent dans ces différentes couches pour pas s'entretuer? Ils sont obligés de s'éloigner un maximum pour limiter les forces de répulsion, et ça permet de faciliter la cohabitation entre les différents électrons. Pour voir comment ils s'éloignent, il faut un schéma 3D. Parce que oui, pour en fait s'éloigner un maximum, les électrons ils utilisent tout l'espace possible autour du noyau. Et on va prendre l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, c'est un atome que normalement vous rencontrez souvent. D'ailleurs, l'oxygène 16, c'est l'isotope le plus commun c'est l'isotope le plus commun de l'oxygène. Et donc, il possède 8 électrons. 8 électrons répartis autour de lui. Comment il fait pour en fait limiter les forces de répulsion? Mettons qu'en rouge, je dessine le noyau de l'atome d'oxygène. Un noyau avec 8 charges plus. Les électrons, ils sont attirés à ce noyau, donc de toute façon, et ils sont assez proches de ce noyau, donc de toute façon, ils vont rester près. Par contre, autour de chaque paire d'électrons, il y a 3 autres paires d'électrons qui ont des charges importantes, et donc qui vont se repousser mutuellement. Et afin de tendre vers la stabilité, ils vont augmenter l'espace, augmenter l'angle entre chacun de ces doublés. Et ça va donner ça. En fait, ça va donner une forme en tétraèdre. Comme ça. Et sur chacun des coins, il y aura un doublé d'électrons. Voilà. Et dans cette configuration-là, l'angle entre chaque doublé d'électrons, comme ça là, par exemple, disons entre lui et lui, je sais pas si... Non, ça il n'est pas très clair celui-là. Mais par exemple, disons entre lui et lui, je vais prendre une couleur pour le faire clair, en bleu par exemple, entre lui et lui, l'angle là, il est de 109 degrés, 109,5 degrés. Et ça, c'est un angle assez important. Ça permet d'augmenter, de limiter les forces de répulsion, et c'est très très pratique. Maintenant, je vais proposer une deuxième représentation de ce même tétraèdre, afin que vous voyez plus à quoi ça ressemble dans l'espace. Parce qu'en fait, les doublés d'électrons, ce ne sont pas simplement des boules qui se baladent dans l'espace, mais ce sont des boules chargées. Ce qui se passe, c'est donc qu'elles ont une sphère d'influence. Autour de l'électron, il y a une zone d'influence liée à cet électron et liée surtout à sa charge négative. Du coup, on peut représenter les électrons par des lobes où ils étendent leur influence. Et maintenant, on va représenter ce tétraèdre sous forme de lobe. Donc, comment on représente le tétraèdre sous forme de lobe? Oui, comme ça. Un premier lobe vers le haut, un deuxième lobe en bas à droite, un troisième lobe devant en bas à droite, et un troisième lobe derrière vers le bas, comme ça. Et là, on observe encore une fois notre tétraèdre, même si c'est très très moche, vu que je ne sais pas dessiner. Mais c'est pas grave. Et en plus, ça c'est une pyramide à 4 faces. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça se représente. C'est plus comme ça. Voilà notre tétraèdre. Vous le voyez? Bon. Et donc, quand on a cette configuration avec 8 électrons, le tétraèdre, c'est la forme géométrique qui permet de maximiser l'écart entre les différents électrons. Ouais. Mais par contre, il se peut qu'il y ait simplement 6 électrons. Et donc, quand il y a simplement 6 électrons, le tétraèdre, c'est plus du tout la forme optimale. Et en fait, c'est plus le triangle qui permet de maximiser la répulsion. Si on a en fait un atome qui a que 6 électrons, ou par exemple, il n'y a que 3 doublés à côté de l'électron, du noyau, en fait, cette fois-ci, c'est une forme triangulaire, donc c'est parfaitement plat. Là, il n'y a pas de relief, il faut vraiment imaginer un plan. Et donc, du coup, là, l'écart entre les différents lobes est de 120 degrés. Donc du coup, par rapport au 109 de tout à l'heure, la distance augmente et la répulsion diminue. Donc c'est encore plus stable. Et imaginez maintenant qu'il n'y a simplement que 2 doublés. 2 doublés. Bon, qu'est-ce que ça donne? Quelle forme géométrique permet de maximiser la distance et donc de diminuer la répulsion et donc de favoriser la stabilité? C'est la ligne droite, comme ça. Avec un angle de, cette fois-ci, 180 degrés qui permet bien sûr d'éloigner un maximum les doublés d'électrons. Et donc ces 3 formes, le tétraèdre, le triangle et la ligne droite, ces 3 formes que vous devez retenir parce que ça permet d'expliquer en fait pourquoi les électrons s'éloignent comme ça. Et avant de finir la vidéo, on va juste voir 2 petits exemples
de molécules qui suivent ces règles, qui obéissent à ces règles, et on va comprendre pourquoi, en fait, pourquoi elles s'organisent comme ça. Prenons d'abord l'eau. L'eau, c'est un bon exemple, je trouve, parce qu'en fait, l'eau, elle a une forme coudée. Alors que si on regarde l'eau comme ça, il n'y a que deux liaisons. Donc on avait dit tout à l'heure que s'il n'y a que deux liaisons, normalement, on voit ici deux doublés. La forme la plus optimale pour éloigner en fait ces liaisons, c'est la ligne droite. Peut-être que l'eau comme ça, vous voyez ici l'eau comme ça, elle augmente plus la distance que ici là. Là, ils sont proches. En plus de ça, ici, il y a deux charges positives, plutôt positives chez les hydrogènes. Donc eux aussi, ils s'éloignent. Franchement, c'est tout sauf optimal cette forme en V, cette forme coudée. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai dessiné l'eau, j'ai fait exprès d'oublier, parce que je suis un diable, j'ai fait exprès d'oublier les deux doublés non liants de l'oxygène. L'oxygène, il possède 8 électrons, et pas simplement les 4 électrons possédés dans les liaisons ici. Et donc ces doublés, ils vont repousser ces liaisons vers le bas comme ça, et ça va donner cette forme en V, cette forme coudée à l'eau. Mais maintenant, je vais vous proposer quelque chose, je vais vous proposer une représentation de l'eau dans laquelle je mets en valeur les zones d'influence de chacun des doublés d'électrons. Si on met l'oxygène au milieu comme ça, et vous allez voir, c'est magnifique, si on met l'oxygène au milieu comme ça, on peut dire que par exemple, il y a... allez, comment on fait? Il y a une liaison avec un hydrogène ici, une liaison avec un hydrogène ici, excusez-moi, j'ai vraiment pas la fibre artistique. Mais maintenant, il y a les deux doublés, la zone d'influence d'un doublé qui monte vers le haut, et la zone d'influence d'un doublé qui s'étend vers l'arrière. Ça vous rappelle rien? Forcément, ça vous rappelle... Attends, je vais le faire en bleu parce que comme ça va être plus beau. Ça rappelle les tétraèdres. Ça rappelle le tétraèdre. Et du coup, en fait, l'oxygène, comme il a 8 atomes, comme il a 8 électrons, 4 doublés, il s'organise sous forme de tétraèdre, mais en fait, il y a deux lobes du tétraèdre qui sont invisibles. Ce sont des lobes occupés par des doublés non liants qu'on ne voit pas dans les liaisons. Mais ça explique en fait pourquoi l'eau adopte cette forme coudée. Ça permet encore une fois de maximiser la stabilité en diminuant au maximum toute forme de répulsion. Le deuxième exemple que je vais prendre avant de finir la vidéo, c'est l'exemple de l'ammoniac. L'ammoniac, il est composé d'un atome d'azote, N, et de 3 atomes d'hydrogène. Et en fait, ils forment une sorte de pyramide, mais assez aplatie. En fait, voilà, ça c'est la forme de l'ammoniac. Avec ici l'azote. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, encore une fois, il n'y a que 3 électrons. Il n'y a que 3 liaisons. Celle-là, celle-là, celle-là. 3 doublés d'électrons. Du coup, on avait dit que quand il n'y avait que 3 doublés d'électrons, normalement, ça formait un triangle, parce que le triangle, ça permet d'écarter encore plus. Ici, on se doute bien que ici, il y a quand même des tensions. C'est proche. Ils sont rapprochés. Ils pourraient être plats comme ça, mais non, ils sont rapprochés dans l'espace comme ça. Pourquoi? Parce qu'il manque en fait un doublé que je n'ai pas représenté encore une fois, celui-ci. En fait, l'azote aussi, il possède 4 doublés d'électrons. 3 qui sont consacrés à former des liaisons avec l'hydrogène, et un doublé non liant en haut. D'ailleurs, l'ammoniac, souvent, on le représente comme ça. Avec cette barre représentant le doublé. Et ça explique la forme de l'ammoniac. Et d'ailleurs, je vais représenter l'ammoniac avec les lobes et vous allez reconnaître encore une fois le tétraèdre. On a l'ammoniac ici. Ici, on a les deux de devant. On en a un qui va derrière, comme ça. Et on en a un au-dessus. Et encore une fois, je vais le faire en rouge cette fois-ci. Encore une fois, ça forme un tétraèdre. Donc si vous savez dessiner, c'est pratique pour ce chapitre. Moi, j'ai passé un très mauvais moment à dessiner des trucs comme ça, vu que c'est horrible, c'est immonde. Entraînez-vous un peu, au moins que ça soit visible, parce que ça m'arrive à moi aussi, si on comprend rien dans les copies, c'est vraiment nul. Et du coup, voilà, j'ai fini cette partie sur la présentation des géométries des atomes. C'est un peu barbant, j'en conviens. Ça va être un peu compliqué et ça demande un peu de travail de géométrie dans l'espace et donc c'est pas souvent facile. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que la plupart du temps, quand il y a 8 électrons, les atomes ils vont chercher à faire une forme de pyramide à trois côtés, enfin une pyramide à base triangulaire. Quand il y a simplement 3 doublés, ils vont faire un triangle, et quand il y a 2 doublés, ils vont faire une ligne. Et que souvent, en fait, il y a des doublés cachés. Et c'est pour ça que certaines molécules obtiennent des formes particulières, parce qu'il y a un dernier doublé qui n'est pas représenté à travers des liaisons chimiques, mais qui est simplement là, mais qu'on ne représente pas souvent. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important la représentation de Lewis.
celle où vous mettez en avant les doublés comme ça. Parce que ça permet de comprendre quelle forme adopte la molécule. Et là, on se dit, ah oui, effectivement, et en fait, il y a un quatrième doublé caché. Et du coup, en fait, cette molécule va prendre une forme de tétraèdre. Merci beaucoup. À bientôt.